Bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on parle 35 mm et Super 35. Voilà, pour ceux qui n'ont pas connu cette belle époque, de l'argentique, qui remonte quand même, où véritablement il y avait une telle énergie de tournage, qui a à peu près 25 ans. On va parler, en gros, la transformation des caméras en 35 mm jusqu'au format Super 35 mm. Enfin, je voulais dire des caméras 35 qui se transforment en Super 35. C'est parti. Donc on revient dans le contexte, il y a à peu près 25 ans, au début des années 2000, quand par exemple on faisait de la pub ou du clip, et que je rappelle qu'à l'époque, YouTube n'existait pas, donc on ne voyait ces produits-là qu'à la télévision, et notamment sur M6, où il y avait énormément de diffusion de clips à l'époque, le matin, l'après-midi, le soir, etc. Les artistes dont on faisait leurs clips tournaient, alors pas les artistes eux-mêmes, mais les équipes de tournage, réalisateurs, chefs opérateurs, tournait principalement en argentique. Parce que faire un clip en Betanum ou en Beta SP ou même en DVCam, c'est pas très vendeur. D'accord. Il y a donc une caméra qui a été énormément utilisée, mais qui a été rentabilisée, qui a été saignée dans tous les sens lorsqu'on faisait du clip 35 mm, pas trop de budget, ainsi que la pub, c'est la fameuse Arriflex 35-3. Voilà. Où sa place aujourd'hui est, on va dire, dans un musée. Mais quand même, c'était quand même, il y a une caméra qui sortait énormément. Avec son magasin coplanaire, ça veut dire que la partie réceptrice et la partie émettrice de la bobine se trouvent sur le même plan. On appelle ça un magasin coplanaire. Et les magasins coaxiaux, ce sont les magasins où la partie débitrice et la partie réceptrice se trouvent dans le même axe. C'est-à-dire côte à côte. Enfin, côte à côte. Un peu superposé. L'inconvénient du magasin coplanaire, tel qu'on le voit ici sur la photo, c'est que il faut charger la partie réceptrice et ramener dans la partie débitrice et ramener la partie réceptrice, le tout dans le noir, parce que tout est ouvert à ce moment-là. Alors que dans les magasins coaxiaux, qui étaient généralement sur les caméras Aton par exemple, eh bien on fallait juste charger la partie débitrice dans le noir et ensuite la partie réceptrice, on pouvait la faire facilement en pleine journée. Enfin, j'allais dire en pleine journée. En tout cas, pas dans le noir. Voilà, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'était des magasins voilà, qui se mettaient avec du 35 mm. Et si je me trompe pas, c'était des bobines de 120 mètres. Voilà, si je me trompe pas, hein. Il y avait les bobines de 300 mètres, mais qui étaient des magots beaucoup plus gros. Et là, c'est des magasins de 300 mètres où on pouvait faire en gros à peu près 4-5 minutes maximum. Vous voyez. Autant vous dire que c'est comme si vous mettiez une carte SSD ou une carte S-by-S dans votre caméra et que vous n'avez que la possibilité d'enregistrer que 4-5 minutes. Aujourd'hui, ça vous paraît complètement dérisoire, mais à l'époque, c'était normal. Voilà. Cette caméra avait une particularité. Cette vieille caméra avait une particularité. C'était de pouvoir enregistrer en 35 mm, évidemment parce que vu son vieil âge qui doit à mon avis dater des années 65, 60-70, on était en 35 mm, mais on a décidé à un moment donné, enfin ils ont décidé à un moment donné, de passer à un format Super 35. Alors on va voir en gros la différence entre le 35 et le Super 35 sur ce petit schéma. Alors c'est pas full frame comme on l'entend du type 24-36, hein. C'est 35, on va dire 35 mm, Super 35. Parce que là, je ne vois pas de full frame. Voilà. Donc, à l'époque, on était dans la partie rouge. Vous voyez, le carré rouge, enfin plutôt le rectangle rouge. On enregistrait donc sur ce rectangle rouge l'image qui était impressionnée, donc sur 4 perforations. Et vous aviez entre cette arête ici et cette arête là, voilà, entre la perforation ici, un peu de place pour y coller la piste son, qui était enregistrée non pas à la prise de vue, puisque c'était enregistré à part, mais c'était enregistré au moment de la, entre guillemets, du laboratoire au post-production, où on faisait donc les copies destinées donc en projection en salle, et du coup il y avait uniquement sur un seul support 35 mm.
l'image et le son qui étaient déjà gravés et l'avantage qu'on se disait à l'époque, c'est que la différence entre être gravé sur une partie argentique ou être enregistré sur une bande magnétique, c'est qu'au moins, tu peux passer un aimant dessus, sur l'argentique, ça ne bougera pas. Alors ça risque de grésiller parce que éventuellement un peu avec les poussières et tout, ça fait des petits... un peu comme le 33 tours, vous voyez, ça fait comme ça. Mais en gros, ça ne pouvait pas bouger. Alors que la bande magnétique, passage sur passage, lecture sur lecture, un mauvais placement, un petit aimant qui passe, et hop, ça dégage. Donc il fallait prévoir cette place au moment de la prise de vue. Et comme à l'époque, il n'y avait zéro numérique, c'est-à-dire qu'on passait du 35 pellicule qu'on enregistrait à la prise de vue au 35 projection, il fallait donc prévoir cette place, puisqu'après le film était dupliqué à l'échelle. D'accord? Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, bah, quand on est passé au numérique, c'est-à-dire qu'on se servait plutôt de l'utilisation du support de pellicule à la prise de vue, et après on scannait le film, et après tout se faisait en numérique, puis éventuellement revenait sur support argentique pour la salle, évidemment, et aussi en support numérique s'il y avait des projecteurs, mais à l'époque, il n'y avait pas trop de projections numériques. Dans ce cas-là, on s'est dit, purée, mais il y a beaucoup de place perdue, puisque finalement, on on passe par une intermédiaire qui est le numérique. Donc l'enregistrement, prévoir une place pour de la pellicule, ça n'a plus aucun sens. Du coup, on a inventé le Super 35. Et le Super 35 permettait en fait de dire balèque le son, j'utilise l'image jusqu'au bout entre vraiment les perforations de part et d'autre. Donc c'est ce qu'on obtient, le cadre gris. Donc, en gros, le Super 35 correspond à peu près à, comme il est mentionné ici, à 24,89 mm de base, alors que le 35 mm correspondait à peu près à 22 et quelques millimètres. Je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais en gros, il y avait 2 mm pour le son. Voilà, donc réellement, surtout qu'après, le son a évolué, puisque le son est passé après gravé sur la pellicule, mais en numérique, entre les perfos, ici, voire même sur le côté, par des petits traits. Voilà, mais le son qui était enregistré à la base ici était du son analogique de piste. Voilà, donc du coup, l'histoire, en gros, entre un format X et le format Super X, c'était une histoire de son. Voilà, si on prend par exemple l'histoire du 16 et du Super 16, on se retrouve avec le même délire. C'est-à-dire qu'on avait une pellicule, alors, sauf que c'était un peu différent. On avait une pellicule 16 mm avec des perforations de chaque côté, de part et d'autre. Il fallait 2 perforations par frame. Ici, vous avez les dimensions, 10-26 par 7-49. Et donc, on enregistrait en 16 mm. Après, il y a eu la même chose. Ça veut dire des pellicules, mais uniquement avec une seule perforation. Très important, il n'y avait pas la perforation des deux côtés. Du coup, ici, de ce côté-là ou de ce côté-là, je ne me rappelle plus, il y avait un emplacement de libre où on pouvait aussi oh putain, j'arrive pas à parler, coller du son. Y coller du son. Enfin, en tout cas, placer, graver du son. Voilà. Et lorsqu'on a faisait, par exemple, du 16 dans le but unique de faire de la fiction, pour la télévision, c'est ça, c'est que c'est surtout on utilisait du 35 pour de la télévision. Donc il n'y avait plus lieu d'avoir du son embarqué sur le support argentique. Donc quand on faisait du 16, et que c'était destiné uniquement à la télévision, on n'avait pas besoin donc de son gravé, donc on pouvait se dire que ça dégage le son, et si ça dégage, et ben, tant qu'à faire, comme le vide, l'espace n'a horreur du vide, non, le vide n'a horreur du space, l'espace base de vide, voilà. Du coup, on s'est dit, on va graver l'image jusqu'au bout. Voilà. Et du coup, on passe de 10,26 mm de base à un format de 12,52. Et on passe d'un ratio de 1,33 à un ratio de 1,66, donc un peu plus panoramique. L'image est plus grande. À partir du moment où l'image est plus grande, forcément, bah, c'est un peu comme si vous tournez de 4K à 6K. Forcément, vous avez une meilleure résolution. Surtout que le downscale en pellicule est très fortement apprécié, contrairement au numérique. Ce que je suis en train de dire là, c'est que par exemple, si vous êtes en 6K, en 8K
et vous downscalez en 4K, vous n'allez pas avoir une plus-value de la netteté que si c'est un 35 que vous allez, que si vous on prend l'exemple du 16, que si vous avez un morceau de 16 et que vous passez en Super 16, forcément en Super 16 vous allez avoir une netteté qui franchement, voilà, on voit la différence. Donc, les histoires de super et de pas super, c'est une question de son de prendre la place. Le problème, je reviens sur mon petit schéma ici, c'est que vous voyez, vous avez un cercle rouge ici qui correspond donc au 35 mm et vous avez un cercle gris ici qui correspond au Super 35. Vous imaginez le centre du cercle. Vous voyez, donc ici en 35 mm, le centre est à peu près là où il y a mon petit curseur. Et en Super 35, eh bien, mon centre est à peu près là. Donc vous avez un petit souci, c'est que en fait, la pellicule a toujours la même cote, l'emplacement de la fenêtre est toujours au même endroit, ce qui fait que vous avez un problème de centrement. C'est-à-dire qu'un optique qui se trouve devant cette fenêtre doit être parfaitement centré. Mais lorsqu'on passe du 35 au Super 35, vous êtes obligé de décaler l'optique. C'est ça le problème. Et donc, ce qu'on fait, je donne un exemple tout con. Mais si par exemple, vous êtes avec une caméra RED et que vous passez d'un capteur 8K à un capteur 4K, le passage du 8K en 4K est parfaitement symétrique au centre de l'image. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec un 8K comme ça et un 4K un peu décalé sur le côté avec une arête en commun. Non, tout est toujours centré, ce qui ne pose pas de problème. Or là, le problème, c'est que on a gagné de l'espace sur un seul côté et non pas sur deux côtés. Du coup, on ne se retrouve plus avec un format qui est parfaitement symétrique. Et du coup, on est obligé de décentrer l'optique mécaniquement, c'est-à-dire le déplacer de quoi? De quelques millimètres. Et du coup, ça nécessitait à l'époque, bah, vous voyez, au niveau de la monture, ici, il fallait forcément faire une manipulation. Alors, je me rappelle plus comment, hein, je ne sais plus comment on faisait, mais cette manipulation était obligatoire pour décentrer de quelques millimètres eh bien, la monture pour pouvoir recentrer l'optique par rapport au Super 35 ou au 35. Voilà. Ici, dans la partie bleue, vous avez un format qui est le 1,85, qui est un format très utilisé communément au cinéma. Ce qui fait que quand on s'est aperçu que finalement, quand on regarde la taille du 1,85, il y a quand même beaucoup de place perdue de part et d'autre de l'interimage, il était nécessaire, alors si on avait envie de faire des économies, de se dire qu'au lieu que l'image tienne sur 4 perforations, elle tiendra alors sur 3 perforations. Et du coup, on gagne en temps. C'est-à-dire qu'au lieu que votre bobine fasse 4 minutes et quelques, elle va faire un peu plus longtemps. Et on a poussé le vice encore plus loin, c'est qu'on s'est dit, et si on tourne en 2,39, alias anamorphique mais sphérique, eh bien, on se retrouve non plus sur 3 perforations, mais on se retrouve sur 2 perforations. Et donc, dans les derniers tournages qui ont pu être faits en Super 35 et en 2,35, dans le cadre, par exemple, du cinéma, eh bien, on avait peut-être la possibilité, si on en avait envie, parce que je vais vous expliquer pourquoi on aurait pu en avoir envie et pas envie, de le faire sur 2 perforations. Et dans ce cas-là, votre bobine, au lieu qu'elle fasse 4 minutes et quelques, elle fait un peu plus de 8 minutes. Et je dis bien si on a le choix, puisque parfois, il y en a qui préféraient tourner en mode open gate, c'est-à-dire OK, c'est bien hein, de pouvoir enregistrer directement en 2,39, mais si j'ai envie un peu d'avoir de la réserve en haut et en bas pour pouvoir recadrer, avoir plus d'images, pour pouvoir éventuellement peut-être avoir plus d'images pour stabiliser. Cela dit, vous pourrez stabiliser que dans un seul axe, mais en tout cas, avoir la possibilité de recadrer de part et d'autre. Dans ce cas-là, il fallait tourner en open gate. Si on le tournait en open gate, vous étiez obligé d'avoir 4 perforations. C'est exactement comme chez Red. Quand vous avez la possibilité de tourner en WS, parce que vous faites un film en 2,35, vous tournez en WS, donc widescreen, format 2,39, et vous pourriez aussi avoir le choix de dire, bah non, finalement, je vais prendre en full frame, et comme ça, je vais pouvoir me balader éventuellement de part et d'autre, en haut et en bas. Le seul problème, c'est que si je tourne quand je dis en full frame, c'est pas en 24-36, mais en full capteur. Si je prends en full capteur, je vais forcément enregistrer beaucoup plus de données que si je suis en WS où je prends juste ce que j'ai besoin en termes de ratio. Voilà. Aujourd'hui, le Super 35
est communément utilisé sur toutes les caméras 35 millimètres et même encore aujourd'hui lorsque, on tourne, on tourne en pellicule, pour la simple raison qu'aujourd'hui toute la post-production argentique ou numérique se fait de toute manière en numérique. Voilà, j'espère que je vous ai un peu ouvert les yeux sur ce format qui était souvent en mode transition il y a 25 ans, entre 35 Super 35, 35 Super 35, en fonction de ce qui allait se passer par la suite. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Misiflix pour les fous furieux de la technique et les soifs d'apprendre. Moi, je vous dis à très vite. Merci. Ciao.